Le casse du dépôt de Dunbar à Los Angeles est le plus gros de l'histoire des États-Unis. Le plus spectaculaire à mes yeux, c'est le montant des sommes en jeu. 20 millions en 30 minutes, c'est impressionnant. À l'époque où je braquais des banques, j'ignorais l'existence de ces établissements où sont stockés les millions de dollars que transportent les véhicules blindés. Ce braquage, qui est le plus gros de l'histoire, a été réalisé par un groupe d'amis qui n'avaient aucune expérience en la matière. Au FBI, aucun d'entre nous n'avait jamais enquêté sur un vol d'une telle ampleur. Il s'agit d'un crime d'une rare perfection. J'ai moi-même été braqueur. Ce genre de choses n'est pas à la portée de n'importe quel criminel. Ce sont les plus grands braquages de l'histoire. Voler des centaines de millions de dollars, ça donne une décharge d'adrénaline. Les agents de la brigade volante font face au plus grand nom du crime organisé. Des hors-bords, des hélicoptères, des explosifs. Et un diamant à plus de 300 millions. George Clooney paierait pour jouer dans ce film. Ce que je trouve vraiment fascinant, c'est de rentrer dans la tête des criminels derrière ces casses. Très expérimentés, sachant garder la tête froide. À chacun de mes casses, j'étais absolument terrifié. Je pourrais finir mort ou en prison pour le restant de mes jours. C'est le jeu du chat et de la souris. Le coup du siècle est lancé. La police a encerclé l'une des succursales d'une grande banque américaine, où 3 hommes armés se sont introduits. C'est l'après-récession des années 1990. Il y a eu l'affaire Rodney King, puis les émeutes de Los Angeles. Les disparités entre les riches et les pauvres sont énormes. Et tout ça provoque une atmosphère électrique et un sentiment de colère. Los Angeles, dans les années 1990, est une ville très clivée. Les riches y sont particulièrement riches et prospères, et les pauvres de plus en plus pauvres. Il y a donc un fort sentiment d'injustice qui règne au sein de la population. La police s'est lancée à la poursuite du suspect tandis qu'il distribuait des billets. Depuis les fenêtres de sa voiture. Je suis John McKeown. Lorsque je suis arrivé à Los Angeles en 1993, j'ai d'abord été affecté à la brigade de lutte contre les gangs, qui était très actif dans le quartier de South Central. Nouvelle fusillade dans le quartier de South Central à Los Angeles. Au début des années 1990, les gangs et les braqueurs travaillaient main dans la main, si on peut dire. Le gang des Crips et le gang des Bloods, c'était quelque chose. Je n'avais jamais rien vu de tel avant. Moi, je suis né dans le sud profond des États-Unis, en Alabama. On ne voit pas ce genre de choses là-bas. Lors de mon tout premier jour à la brigade, je me rappelle être intervenu sur au moins 10 braquages. À cette époque, Los Angeles était gangréné par les vols et la violence. On se serait cru au Far West. L'un des agents de sécurité de la banque aurait alerté la police après que des hommes armés ont pénétré la succursale et que des tirs ont été entendus. Los Angeles est devenue la capitale mondiale du braquage de banque et c'est bien regrettable. J'étais l'un des braqueurs les plus recherchés des États-Unis. Après mon service chez les Marines, j'ai emménagé dans la région de Los Angeles. Ce qui m'a amené ici, ce ne sont pas les strass et les paillettes, mais bien les braquages de banque. À cette époque, il n'y avait pas de meilleur endroit que Los Angeles pour ça. 9000 braquages ont été commis dans le pays depuis le début de l'année. On peut pratiquement parler d'épidémie à ce stade. Ce qui m'a motivé à devenir braqueur, c'est l'argent. En 2 semaines, je pouvais me faire autant qu'en travaillant 20 ans et m'acheter une maison, une voiture ou n'importe quoi. Imaginez entrer dans un endroit et ressortir avec 30, 40, 50 000 dollars. À l'époque où je commettais des braquages,
J'ignorais l'existence des centres forts. Sinon, je n'aurais pas fait autant de casse. Un seul aurait suffi. Le centre fort de Dunbar est un dépôt de billets. On trouve ce genre d'établissement dans toutes les grandes villes, mais Los Angeles en a plusieurs. Les véhicules blindés de la société Dunbar transportent de grandes quantités d'argent liquide et d'objets de valeur dans tout Los Angeles. Dunbar est l'une des sociétés de transport de fonds les plus respectées et les plus renommées des États-Unis. Les braquages de véhicules blindés sont courants à Los Angeles. Les braquages de centres forts où l'argent est stocké le sont beaucoup moins. Le centre fort, c'est là où les billets de banque sont stockés. Les véhicules blindés qui transportent l'argent liquide doivent bien avoir un endroit où le décharger. Cet argent sert ensuite à réapprovisionner les commerces, les distributeurs automatiques de billets, les banques, etc. Tout l'argent est centralisé là-bas. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des véhicules blindés entrent et sortent de ce bâtiment. Ils transportent des millions de dollars qu'ils vont distribuer dans toute la ville. Lorsqu'elle organise le transport de fonds provenant de banques ou de grandes entreprises, la seule chose dont la société Dunbar doit s'assurer, c'est que cet argent est en sécurité. Ces établissements sont tellement sécurisés que tenter un cambriolage comme celui qui s'est produit au centre fort de Dunbar paraît impensable. Chaque jour, environ 25 millions de dollars transitent par le dépôt de Dunbar. Mais à l'approche du week-end, ce montant peut doubler, voire tripler, et atteindre 50 à 75 millions de dollars. Si j'en sais autant sur les centres forts, c'est parce que j'en ai cambriolé 3. À chaque fois, c'était pendant le week-end, parce que c'est le moment où il y a le moins d'employés. J'ai volé 3 millions de dollars. À l'époque, on me surnommait la hache, parce que c'était ce dont je me servais pour ouvrir les coffres des véhicules blindés. J'étais plutôt doué. J'ai été condamné à 7 ans de prison en Finlande, avec 23 heures d'enfermement par jour. Ces lieux ont beau être ultra sécurisés, ils ne sont pas impénétrables. Derrière chaque braquage, il y a un cerveau. Et le cerveau de ce casse est Alan Pace. Dans tout bon casse, il faut quelqu'un en interne. Pace est agent de sécurité au centre fort de Dunbar. Il a déjà travaillé dans la sécurité, notamment en tant que vigile. Pace a fréquenté le lycée de Compton dans les années 1980. Alan Pace a grandi à Compton, le quartier des gangs. Personne n'allait là-bas sans avoir une bonne raison de le faire. À Compton, la vie est dure. Entre les gangs et les fusillades, la mort vous attend à chaque coin de rue. Si vous êtes au mauvais endroit au mauvais moment, c'est fini. Pace s'en sort plutôt bien par rapport à beaucoup de gens de son quartier. Il a eu son bac, il a un emploi, une petite amie. Il vit avec sa mère. Sa vie est plutôt stable et il n'a jamais eu de problème avec la justice. Il n'a jamais commis d'actes criminels violents. Il a connu beaucoup d'emplois précaires, payés au salaire minimum. Il n'a que 27 ans. Il est jeune pour être responsable de la sécurité d'un tel établissement. C'est assez impressionnant même. Ses supérieurs doivent vraiment lui faire confiance pour lui dire « Tiens, voilà les clés de la chambre forte. » Les informations auxquelles Alan Pace a pu avoir accès en travaillant dans ce dépôt sont extrêmement précieuses. Pace est le farceur de l'équipe. C'est quelqu'un d'ordinaire, un bon gars, en qui tout le monde a confiance. Quand vous avez face à vous un farceur, quelqu'un qui passe son temps à plaisanter, vous ne vous méfiez pas de lui. Ça lui donne un avantage supplémentaire. Et c'est ce qui lui donne la motivation pour passer à l'acte, en plus de la précarité dans laquelle il a grandi. Son travail consiste à s'assurer de la sécurité des employés. Ce qui signifie qu'il doit connaître parfaitement les lieux
et effectuer des contrôles réguliers. Il vérifie les caméras, il prend des photos. C'est son travail, donc tout le monde trouve ça normal. Je ne pense pas qu'il ait eu l'idée du braquage dès le départ, mais plus tard. Après quelques mois à ce poste, il a commencé à voir qu'il y avait des failles. Chaque jour, il voit passer des sommes d'argent astronomiques, alors que son salaire, lui, est microscopique. Le seul endroit où vous pouvez trouver plus d'argent, c'est au département du Trésor. Ces établissements sont à la pointe en termes de sécurité, avec des dispositifs similaires à ceux des banques de la Réserve fédérale. Ces mesures sont très dissuasives et elles ont de quoi refroidir tous ceux qui penseraient cambrioler de tels sites. Le dépôt de Dunbar est un grand bâtiment en briques. La chambre forte est au centre de l'établissement. Il est protégé par un mur d'enceinte de 3,60 m de haut, équipé de fils barbelés. Ce bâtiment est impénétrable à moins de posséder une autorisation. Et si quelqu'un pénètre dans l'enceinte du site sans y être autorisé, il sera filmé par les caméras de surveillance qui quadrillent la zone. Le site compte une quinzaine de caméras de détection de mouvement qui tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les images sont visionnées en direct par des agents et sont enregistrées sur 3 appareils différents. En plus de ça, certains agents de sécurité sont armés. Le personnel est présent 24 heures sur 24, tous les jours de l'année. Et il y a énormément d'argent en jeu. C'est très risqué, il faut être sûr de soi. Pace commence à établir son plan. Mais malgré ses compétences et sa formation, il va avoir besoin de complices pour réussir, d'individus dotés d'un certain talent criminel. Pace recrute Eugene Hill. C'est un colosse. Il est agent de sécurité et c'est un ami de longue date de Pace. Ils sont allés à l'école ensemble. Pace sait qu'il peut compter sur Hill. J'ai été incarcéré dans la même prison qu'Eugene Hill pendant environ 2 ans. Et de ce que j'ai pu observer, c'est quelqu'un de très sûr de lui. Il est prétentieux, arrogant. Ce n'est pas le genre de gars qui se laisse marcher dessus. Il est sans pitié, égoïste. Et ce n'est pas quelqu'un d'aussi loyal que Pace. Ce n'est pas vraiment le candidat idéal pour faire partie d'un groupe qui doit collaborer et se faire confiance. Eugene Hill sait comment gérer de l'argent. Il est doué pour ça. Il a créé 2 entreprises. Il a un diplôme en gestion. Gérer des ressources financières, c'est son truc. Pace a besoin de gros bras, de personnes de confiance et de gens capables de gérer de gros flux d'argent. Freddie McCreary est un ami d'enfance de Pace. Il va à l'église tous les dimanches. Et à part Alan Pace, Dieu seul sait comment il s'est fait embrigader là-dedans. Il a 3 enfants. Il travaille en tant qu'agent de sécurité à l'église de son quartier. Et c'est un grand tendre. Pourtant, Pace réussit à le convaincre de rejoindre le gang. Ce qu'Alan Pace cherche avant tout, c'est de la loyauté. Pour réaliser une opération de ce genre, je m'entourais d'amis très proches en qui j'ai confiance, qui me sont loyaux et qui me respectent. Il va avoir besoin de personnes à la fois très réactives, mais qui savent aussi garder leur sang-froid malgré la pression. Des individus habitués à manipuler des armes, capables de maîtriser des agents de sécurité et d'immobiliser des gens. Ce genre de compétences ne court pas les rues. Thomas Johnson est videur. Il a déjà travaillé avec Hill et c'est grâce à lui qu'il intègre le gang. En travaillant ensemble dans la sécurité, ils ont été exposés à des individus très violents. Et Eugene Hill sait qu'il peut compter sur Johnson pour assurer ses arrières.
Thomas Johnson a grandi à Hawaï. Il ne connaît pas bien le reste du gang. Il les rejoint un peu à la dernière minute. Terry Brown s'intéresse à l'industrie musicale. C'est probablement le moins bavard d'entre eux. C'est un individu très calme et timide. Il est agent de sécurité et possède un agrément pour porter une arme. De grandes quantités de billets, ça pèse lourd. Très lourd. Pace a donc besoin de gars costauds, capables de déplacer tout cet argent très rapidement. Ce gang, c'est un groupe d'amis qui sont tous des amateurs. C'est ce qui rend l'opération encore plus risquée, parce qu'ils ne peuvent pas anticiper la manière dont ils vont réagir dans une situation comme celle-ci. Ils n'en savent rien. S'ils réussissent, ils repartiront avec des millions de dollars. Le plan de Pace consiste à pénétrer dans le bâtiment par l'entrée principale, en contournant les caméras de surveillance. Ensuite, ils devront désarmer les agents de sécurité et récupérer les clés qui leur permettront d'entrer dans la zone de préparation. Puis, dans la chambre forte, où l'argent est stocké. Après ça, ils n'auront plus qu'à charger le camion et partir. J'étais doué pour le braquage de banque. Et ce qui me distinguait des autres braqueurs, c'est tout le travail de préparation. Je faisais 1 ou 2 jours de repérage, j'observais qui faisait l'ouverture et qui faisait la fermeture. Je regardais qui était au téléphone, qui faisait quelle tâche. Comme ça, au moment du casse, tout ça m'était déjà familier. Comment va-t-il s'organiser pour tout coordonner? Combien de temps vont-ils mettre à atteindre les différentes zones du dépôt et à réaliser chaque tâche? Tout d'abord, il y a les caméras de surveillance. Il doit déterminer l'itinéraire qui leur permettra de les éviter. Il se déplace entre les différentes zones et se chronomètre pour connaître le temps de trajet. Il repère les caméras qui ont une vision panoramique et analyse leur sens de rotation. Pour mener à bien sa phase d'observation, Pace a un plan astucieux. Il initie une révision du système de sécurité du site. De cette manière, il peut marcher librement avec un appareil photo à la main et prendre des photos de l'intérieur de chaque pièce, mais aussi des employés. Il a la possibilité d'observer tous les employés qui seront présents dans l'établissement au moment du casse. Il connaît leur personnalité, il sait comment ils se comportent, et notamment s'ils sont agressifs ou non. Ensuite, il doit déterminer ce qu'ils vont faire des employés une fois qu'ils se seront introduits à l'intérieur. Ils doivent localiser les agents de sécurité le plus rapidement possible. Ces agents sont armés, et s'ils repèrent un intrus, ils vont immédiatement le mettre en joue. Il y a une caméra en particulier, une caméra fixe, qui gêne Pace dans l'élaboration de son plan. Elle filme l'extérieur du bâtiment et il ne peut pas la désactiver parce que s'il le fait, ça déclenchera une alarme. Quelques mois plus tôt, un autre agent de sécurité de l'établissement s'est acheté une nouvelle voiture. Et il était assez inquiet parce que le dépôt se trouve dans une zone où la criminalité est forte. Pace est quelqu'un de convaincant. Et il en profite. Ses collègues le voient comme le blagueur du dépôt, comme celui qui met l'ambiance. Et grâce à ça, tout le monde lui fait confiance. Il persuade l'un de ses collègues de pointer la caméra sur cette voiture. C'est du génie. Maintenant que la caméra a été déplacée de quelques millimètres, le portail n'est plus visible dans sa totalité. Ce qui va permettre au gang de s'introduire sur le site sans se faire repérer. La chambre forte, quant à elle, est protégée par un impressionnant dispositif de sécurité, avec une porte blindée de 45 cm d'épaisseur. À l'intérieur, il y a des millions et des millions de dollars. Cette porte est faite pour résister aux explosifs, aux tirs
et aux tentatives de forage. Tous les matins à 6 heures, la serrure à combinaison de la chambre forte est réinitialisée avec un nouveau code généré aléatoirement. Mais Pace a repéré une faiblesse dans le système de sécurité, qu'il compte exploiter pour lui permettre de pénétrer dans la chambre forte. Du point de vue de la société Dunbar, c'est catastrophique. Mais pour nos voleurs, c'est une véritable aubaine. Sans cette faiblesse, ce casse n'aurait jamais pu avoir lieu. Les employés qui comptent les billets dans la zone de préparation doivent de temps à autre entrer et sortir de la chambre forte. Et pour y entrer, souvenez-vous, il y a une serrure à code. Et la porte est épaisse, donc ça prend du temps de l'ouvrir et de la refermer à chaque fois. Donc, ce que font les employés, c'est qu'ils la laissent ouverte. Le fait de parfaitement connaître les lieux lui a permis d'éviter tout un tas de problèmes qui peuvent habituellement survenir lors d'un casse. Ces informations sont transmises aux membres du gang, qui sauront exactement à quoi s'attendre le jour J. Ils savent à quoi ressemble chaque pièce dans laquelle ils vont passer. Ils connaissent le rôle de chaque employé, et notamment s'ils risquent d'être armés ou non. Ils connaissent les risques. Lors d'un casse, l'élément le plus imprévisible à mes yeux, ce sont les émotions que vous allez ressentir. Sauf si ce n'est pas votre première fois, bien sûr. Autrement, c'est tout simplement impossible de savoir comment vous allez gérer la situation le jour J. Ce type d'information est primordial, parce que c'est ce qui met le gang en confiance. Ça permet aux membres d'avoir plus d'assurance, et c'est le meilleur moyen d'éviter toute résistance. Sans ça, vous prenez le risque d'être confronté à un employé qui pourrait avoir une réaction hostile, se montrer agressif ou riposter. Le gang est bien organisé. Ils répètent chaque étape. Pace fait preuve d'une grande attention aux détails. Et je pense qu'il est allé beaucoup plus loin que beaucoup d'autres braqueurs. Il sait qu'ils n'ont qu'une seule chance pour réussir. Il travaille là-bas depuis 1 an et demi. Il connaît cet endroit par cœur et il a tout chronométré. Donc il peut dire à ses amis, de là à là, c'est 20 secondes. Et ici, c'est 10, etc. Ils savent déjà tout. Pour mener cette mission à bien, il faut s'entraîner. Qu'il s'agisse d'ouvrir les coffres forts des véhicules blindés à la hache, de mettre l'argent dans les sacs, on ne se lance pas directement. Le moment venu, on n'a pas le temps de commettre d'erreurs. Ces gars ont 18 millions de dollars en vue. De quoi changer leur vie à tout jamais. Une fois à l'intérieur, les complices vont devoir se séparer, mais ils devront être en mesure de communiquer. Pour ça, ils vont utiliser des talkie-walkie et des casques, exactement comme le ferait l'armée pour une opération. Dans les semaines qui précèdent le casse, le groupe effectue un certain nombre de repérages. À chaque cambriolage, je prenais en compte le trafic routier. Je me branchais sur la fréquence radio de la police pour connaître leurs activités dans la zone et pour savoir à quelle distance ils se trouvaient. Je calculais le temps qu'il me fallait pour rejoindre l'autoroute ou l'itinéraire que j'allais emprunter pour m'enfuir. Bien sûr, chaque casse a son lot de rebondissements. Et dans ce braquage, il survient le 12 septembre lorsqu'Alan Pace est renvoyé. Il est renvoyé à cause d'une farce qu'il a faite. Il a retiré les phares de l'un des camions. Le hic, c'est qu'il doit rendre les clés le lundi suivant. Il est face à un dilemme. Soit il le fait là, ce soir, soit il abandonne. Une fois qu'il a été renvoyé, il s'est dit « Bon, si je veux le faire, je dois agir le plus rapidement possible. » Il appelle le reste du gang et il leur dit « C'est ce soir, on y va. » C'est maintenant ou jamais, littéralement. Du fait que le casse soit avancé, le gang néglige certains aspects.
Eugene Hill part louer le camion. Il le loue à son nom. Comme il participe au braquage, ça ne semble pas être une bonne idée. Mais il se dit que les autorités n'auront aucune raison de faire le lien entre lui et les autres. C'est un week-end chargé au centre fort. Les véhicules blindés font de nombreuses allées et venues. Ils vont donc devoir agir très vite. À cette époque, Los Angeles est la capitale du braquage de banques le jour et la capitale de la fête la nuit. Et Pace va profiter de ça. Être vu à une fête, il n'y a pas meilleur alibi. Vers 22h30, ils se rendent à une fête organisée par une amie à Long Beach, à environ une demi-heure de là. Pace a calculé qu'il leur fallait 30 minutes. S'ils partent de la fête, vont faire leurs affaires et reviennent, ils disposent d'une fenêtre de temps d'environ 2 heures. Pour que leur alibi tienne la route, ils ne peuvent pas se permettre plus. C'est vendredi soir, on est à Los Angeles, tout le monde fait la fête, tout le monde s'amuse. Ils ont été vus par de nombreux témoins. Pour notre équipe de cambrioleurs, cet alibi est absolument parfait. C'est le mois de septembre. Il fait encore chaud. À 23h, les complices s'éclipsent les uns après les autres et se retrouvent pour faire les 35 minutes de route qui les séparent du centre-ville. Le gang arrive devant le centre fort. Toute activité inhabituelle sera détectée par les caméras de surveillance fixes. Le fait d'avoir repositionné la caméra de surveillance qui donne sur l'entrée du site a été décisif. C'est ce qui a permis à Pace et à ses complices de pénétrer dans l'enceinte du dépôt sans se faire repérer par les agents de sécurité. Autrement, la police de Los Angeles aurait immédiatement été avertie. Et si une patrouille se trouvait à proximité, elle aurait été sur place en 1 ou 2 minutes. Le gang a utilisé les clés de Pace pour ouvrir la porte, mais ont cassé la serrure pour faire croire à une effraction. Comme dans toute opération policière ou militaire, ils doivent prendre le contrôle de la situation le plus rapidement possible. Une fois à l'intérieur, il y a beaucoup de détails à gérer. Si la porte s'ouvre vers l'intérieur ou l'extérieur, le nombre de marches à monter, le fait d'avoir un complice en interne vous donne une vraie longueur d'avance. Pace sait qu'à 0h30, il y a un changement d'équipe, ce qui veut dire qu'il n'y aura qu'un seul agent de sécurité à maîtriser pour accéder à la chambre forte. Ils savent qu'ils doivent repartir le plus vite possible. Ils pourraient avoir déclenché une alarme par inadvertance. Et si c'est le cas, la police est probablement déjà en route. Il y a un couloir qui leur permet de ne pas se faire repérer par les employés. C'est eux qui doivent créer la surprise et non l'inverse. Pour ça, ils doivent les maîtriser le plus vite possible. Affronter des agents de sécurité armés, c'est toujours très dangereux. Ces hommes ne sont pas des criminels, ni même des voleurs, mais ils se retrouvent avec de vraies armes à feu entre les mains. C'est ce qui fait que la situation pourrait sérieusement déraper. Le gang doit se rendre dans la salle de pause. Ils entrent et maîtrisent les 2 gardes armés et les 3 autres employés qui s'y trouvent. L'adrénaline est à son comble. Si une balle part et que quelqu'un est blessé ou tué, il risque la prison à perpétuité, voire la peine de mort. C'est ce que prévoit la loi californienne. Aucun d'entre eux ne veut ça. Ils sont armés, mais ils doivent garder la tête bien froide. La seule chose que Pace ne peut pas anticiper, c'est l'émotion. Le côté viscéral, ce qu'ils vont ressentir dans leur corps pendant le braquage.
Il ne faut pas oublier qu'Allen est ami avec ces personnes. Il déjeune avec eux, il les côtoie au quotidien. Et tout à coup, il se retrouve à les mettre à terre et à les ligoter en les brutalisant. Vous devez ligoter tout le monde avec du ruban adhésif. Vous n'avez pas vraiment le choix. Il faut les maîtriser et les immobiliser pour éviter que l'un d'entre eux n'essaie de jouer les héros. C'est primordial. Le gang n'a plus qu'à récupérer les clés de la chambre forte. Et bingo. Pace a maintenant les clés de la salle de préparation. C'est là que les millions de dollars qui arrivent au dépôt sont comptés avant d'être chargés dans les véhicules blindés pour être livrés. Maintenant que tous les gardes sont attachés et désarmés, le gang a le contrôle total du bâtiment. Ils n'ont plus que 25 minutes devant eux. Le gang de Pace a réussi à déjouer une à une les différentes couches du dispositif de sécurité. Et la dernière est souvent la plus redoutable lors d'un braquage. Mais pas pour eux, puisque la porte de la chambre forte est déjà ouverte. À l'intérieur, 25 millions de dollars en liquide servissent sur un plateau. Je me souviens que la société Dunbar se vantait beaucoup de sa chambre forte ultra sécurisée. Je me suis dit tout de suite, un tel dispositif ne sert à rien si la porte reste ouverte. Pace et sa bande ne s'intéressent pas aux gros billets, ceux de plusieurs centaines de dollars, qui sont déjà emballés. Ils s'intéressent aux lots de billets qui n'ont pas encore été numérotés, qui seront plus difficiles à tracer et donc plus faciles à dépenser. Et il n'a pas besoin de chercher. Il sait exactement où il se trouve. Il y a tellement d'argent. On parle de millions et de millions de dollars. Ils n'avaient certainement jamais vu autant d'argent de toute leur vie. Mais il reste un élément qui pourrait se retourner contre le gang. Aux alentours de la chambre forte, les caméras de surveillance ont filmé les 6 cambrioleurs et enregistré leurs moindres faits et gestes. Pace sait qu'il a été filmé près de la chambre forte. C'est une preuve qu'il doit détruire. Il sait qu'il doit impérativement détruire ces images qui ont été enregistrées sur plusieurs appareils. Ils vont donc dans les différents bureaux où se trouve le matériel de stockage des images pour le retirer ou le détruire. Il ne laisse aucun détail au hasard, ce qui d'un côté rend le casse très impressionnant, mais qui de l'autre fait immédiatement comprendre aux enquêteurs qu'il s'agit forcément d'un employé. Le camion de location est maintenant rempli aux 3/4 et il ne leur reste que quelques minutes. Ils doivent retourner à la fête pour que leur alibi reste crédible et pour éviter de se faire prendre. Ils sont partis avec 18,9 millions de dollars, répartis dans d'énormes sacs poubelles noirs qu'il a fallu charger dans le camion. S'ils n'ont pas pris davantage, c'est parce qu'ils étaient fatigués. En moins de 30 minutes, ce groupe d'amis du lycée ont pénétré dans un centre fort ultra sécurisé et sont ressortis avec 19 millions de dollars. C'est le plus grand casse de l'histoire des États-Unis. Et qui plus est, pas un seul coup de feu n'a été tiré. Ils retournent à la fête avec un camion rempli de billets. Ils doivent probablement ressentir une intense euphorie. Mais malgré ça, ils doivent impérativement faire comme si de rien n'était. Allen Pace et ses complices retournent à la fête. Ils ne savent pas exactement combien ils ont, mais ils savent que le montant est certainement pharaonique. Ils ne doivent pas en revenir.
Et c'est leur petit secret. Ils sont là à cette fête et personne ne sait qu'à présent, ils sont probablement multimillionnaires. Ça doit leur paraître complètement surréaliste. Quand on m'a appelé pour me dire que le centre-fort de Dunbar avait été braqué, je n'en croyais pas mes oreilles. Ma première réaction a été de me demander combien de millions peut-il bien y avoir là-dedans et qui a bien pu avoir le cran de commettre un tel casse. La police arrive sur place. Ils cherchent des traces d'ADN, des empreintes, des indices. Qui sont ces types? Ils ne trouvent rien. Le gang s'est échappé sans laisser la moindre trace. Aucun d'entre nous n'avait jamais enquêté sur un braquage d'une telle ampleur. 18,9 millions de dollars, c'est une somme hallucinante. Mais ce qu'on s'est tout de suite dit, c'est que ça n'allait pas être facile pour les voleurs de cacher une telle somme. Le lendemain, les membres du gang se rendent dans un garde-meuble pour y décharger leur butin. À ce stade, ils ne savent pas encore combien ils ont volé. Ils comptent le nombre de sacs et les répartissent entre eux. Ils n'ont aucune idée du type de coupure qu'il y a à l'intérieur de chaque sac. Ils n'ont pas cherché à diviser la somme totale en parts égales. Bien qu'il s'agisse du plus grand vol d'argent liquide de l'histoire des États-Unis, il n'a pas fait les gros titres. Et la presse n'a pas mentionné le montant ahurissant qui a été dérobé. Au départ, la société Dunbar ne voulait pas que son nom soit mentionné ou que l'affaire s'ébruite dans la presse. Ça aurait été du pain béni pour ses concurrents. Donc ils ne voulaient pas que ça fuite. Et ils ne tenaient pas à ce que tout le monde sache que leur centre-fort avait été braqué. Pace n'est pas dupe. Il sait qu'il va faire partie des suspects. De ce fait, ses complices et lui vont devoir faire profil bas et faire preuve d'une discipline exemplaire pendant les mois, voire les années à suivre. La police va probablement les surveiller de près. Et au premier faux pas, elle leur tombera dessus. La seule pièce à conviction que la police a retrouvée est le fragment d'un cache de feu arrière provenant d'un certain type de véhicule. On a récupéré ce bout de plastique et je l'ai moi-même remis au laboratoire du FBI. Son origine a pu être identifiée. Et ce cache faisait partie d'une série spéciale, conçue pour un modèle spécifique de camion de location. Comme Alan Pace vient d'être licencié, il est rapidement identifié comme suspect. Les jours qui suivent le casse, la police commence à le surveiller. Elle veut savoir où il va, ce qu'il achète et à qui il parle. Pendant plusieurs mois, les enquêteurs ont surveillé Alan Pace, sa petite amie de l'époque, ainsi que toutes les personnes avec qui il a été en contact après le casse. Au cours des premiers mois de l'enquête, on l'a interrogé à au moins 3 reprises. Et à chaque fois, je lui ai dit, « Tu sais, et je sais que tu es impliqué. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'on puisse le prouver et que tu finisses en prison. » Pace pense être tiré d'affaire. On a organisé une conférence de presse dans les bureaux du FBI à Los Angeles. Et à ce moment-là, la société Dunbar a déclaré qu'elle offrirait une récompense de 250 000 $ pour toute information conduisant à l'arrestation et à la condamnation de l'auteur du casse. C'était une énorme somme d'argent. Et je pense que c'est ce qui a permis de faire bouger les choses. Après ça, la police a reçu de nombreux témoignages.
J'étais dans les bureaux du FBI lorsque j'ai reçu un appel qui s'est révélé être absolument décisif pour l'avancée de l'enquête. Avec le temps, ils finissent par commettre des erreurs, de grosses erreurs. Hill, celui qui a loué la camionnette, fait quelque chose d'un peu stupide. Pour blanchir une partie de l'argent, Eugene Hill donne $100 000 à l'une de ses connaissances et lui demande d'acheter un bien immobilier. Mais sur ses liasses, il y a encore la bandelette avec le nom de Dunbar dessus. L'initiale de la banque et la date figurent sur ces bandelettes. Grâce à ça, on a immédiatement su qu'il s'agissait de l'argent volé lors du braquage. Hill, désormais suspect, est arrêté. Il balance tout et dénonce ses complices. Après l'interrogatoire d'Eugene Hill, on a su qu'on était sur la bonne piste. On a procédé à une deuxième, une troisième, une quatrième, puis une cinquième arrestation, avant de finir par celle d'Alan Pace. Depuis le départ, c'était une opération extrêmement risquée. Le fait que Pace ait travaillé dans cet établissement et qu'il en sache autant a tout de suite fait de lui un suspect. Ensuite, il faut arriver à rester très discipliné, et ce pendant des années. Ils ont tenu longtemps, c'est d'ailleurs assez impressionnant. Mais malheureusement pour eux, les langues ont fini par se délier. Eugene Hill a balancé les autres. Il y a $10 millions qui n'ont toujours pas été retrouvés. On peut se demander si c'est vraiment un hasard. Terry Brown a été condamné à 7 ans et 8 mois de prison. Eugene Hill, 8 ans. Thomas Johnson, 10 ans et 2 mois. Freddie McCreary, 7 ans et 5 mois. Alan Pace, 24 ans. Depuis le procès, pas un jour ne passe sans que je repense à cette affaire. J'ai été incarcéré à de Lompoc, en Californie, en même temps qu'un certain Eugene Hill. À cette époque, je ne savais pas qu'il s'agissait du même Eugene Hill que celui du braquage de Dunbar. C'est par hasard, en regardant un épisode de FBI Files à la télévision, qu'on a compris qu'il s'agissait en fait du même gars. Les détenus se sont précipités dans sa cellule pour le passer à tabac. Je me tenais devant la porte de la cellule en leur répétant « Les gars, ne le tuez pas !» Je lui ai sauvé la vie ce jour-là. Je sais que si je n'étais pas intervenu, Eugene Hill serait probablement mort. Toute cette violence n'était pas nécessaire.